Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale dans laquelle nous vous dévoilons les campagnes Kickstarter qui ont eu le plus de succès en 2015. Alors restez connectés. Avec nous tout au long de cette émission, Sarah Koskiewicz, bonjour. Bonjour Virginie. Alors vous allez nous expliquer plus ou moins comment ces campagnes ont réussi à avoir autant de succès. En tout cas, je vais essayer. Alors on va commencer tout de suite, Sarah, avec Pebble qui a dévoilé sa montre connectée. Pebble Time qui a explosé les compteurs sur Kickstarter. Ce lancement avait eu lieu le 24 février dernier. En moins d'une heure, la campagne avait atteint son objectif de levée de fonds. Parmi les nouvelles fonctionnalités de la Pebble Time, on trouvait l'écran e-paper en couleur, un micro avec reconnaissance vocale, des boutons intelligents et une autonomie jusqu'à 7 jours. Oui, 7 jours. Petite présentation en images. Starting with a brand new color e-paper display, we worked hard to make Pebble Time a fantastic watch. It's also much thinner, with an ergonomic design that comfortably fits the curve of your wrist. Like the original Pebble, the display is always on and readable even in the brightest sunlight. It's durable, but lightweight and water resistant. Pebble Time conveniently delivers messages and notifications to your wrist. Through partnerships with some of the world's most popular apps, Pebble makes a great sports watch. It works great with iPhone, Samsung, and Android phones. We also added a microphone so you could send quick voice replies or take notes on the go. And of course, the battery lasts up to a full week. Alors Sarah, à l'heure où on a l'Apple Watch, comment on explique ce succès chez Pebble Time? Alors, il faut comprendre que Pebble Time est la troisième version de la très connue campagne et du très connu produit Pebble Watch, qui était, lui, le plus gros succès sur Kickstarter. Alors, on peut comparer Apple Watch et Pebble Time, mais ce serait complètement idiot à vrai dire, car ce n'est absolument pas le même produit. Pour vous donner un exemple très très concret, par exemple, la Pebble Time a 7 jours d'autonomie. Sur le papier, en réalité, c'est plus 3 ou 4 jours, alors que l'Apple Watch, elle, ne dure qu'une seule journée, il faut tout de suite la recharger. Évidemment, et encore avec de la chance. Avec de la chance. Évidemment, le prix n'est pas le même non plus. Le Pebble Time est à 249 €, l'Apple Watch est plus proche des 400. Et puis surtout, ce qui permet à Pebble Time d'être un aussi gros succès, c'est que comme les gens ont déjà mis de l'argent sur Pebble Watch et ils ont déjà vu que le produit était bon, que le produit était livré dans les temps, ce qui est très rare avec une campagne Kickstarter, on a bon espoir que ce soit la même chose avec Pebble Time. Alors, on va revenir justement sur cette Pebble Time. Est-ce qu'elle prévoit de faire encore plus fort dans les mois, voire dans les années à venir, parce qu'on en a déjà eu d'autres versions avant? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut l'espérer, mais on ne peut pas trop se prononcer. Alors, la Pebble Watch est sortie en 2012, la Pebble Time cette année en 2015, donc on peut s'imaginer qu'il faut plus ou moins 3 ans pour mettre en place une nouvelle montre, mais ce produit-là, le Pebble Time, est déjà très abouti par rapport à ce qu'on voit sur le marché des smartwatches, donc pourquoi pas, mais peut-être pas tout de suite, il va d'abord falloir livrer celle-ci. On va attendre celle-ci et puis on verra la prochaine. Sarah, on continue avec une autre campagne proposée sur Indiegogo pour près de 500 €. Thunders Electric Bike est l'e-bike tout-terrain le plus abordable du monde. Créé grâce à une campagne à succès, son annonce avait fait un énorme buzz. Plus de 3 066 000 € ont été récoltés en seulement quelques jours, alors que la société californienne ne demandait au départ que 66 000 €. Un e-bike qui promettait des caractéristiques alléchantes. Regardez.
Alors Sarah, on parlait de caractéristiques alléchantes. Quelles sont ces caractéristiques? Alors, ce qui est alléchant sur ce e-bike, c'est que c'est supposé être le moins cher du monde, $500. Nous y reviendrons, mais en tout cas, c'est sur ce point en particulier que la campagne s'est fondée. Le reste, c'est un vélo rapide avec un moteur très puissant, une batterie qui se recharge très vite et pour longtemps, ce qui est quand même assez bien pour un vélo électrique. Voilà, donc ça c'est quand même un vélo électrique qui a des caractéristiques de vélo, mais un petit peu boosté, donc plus rapide, plus puissant, avec une bonne batterie et qu'on peut un peu manier de la manière qu'on veut. Donc c'est vraiment autour du prix que la campagne a eu un énorme succès. On nous promettait en tout cas des caractéristiques très alléchantes. Alors pourquoi ce vélo a-t-il été tant critiqué après cette campagne? Parce que, alors, il y a deux grands axes. Il y a en fait 3 grands axes. Le premier, c'est que les frais de livraison ne sont pas connus. Ce qui est quand même très rare sur une plateforme de crowdfunding. En général, on nous dit combien ça coûte, combien la livraison coûte. Là, c'est quand même un gros produit. On ne parle pas d'un petit drone qui tient dans une boîte. Donc, on peut imaginer, par exemple, que les frais de livraison sont très chers. Mais effectivement, le plus gros point... À peu près 2 fois le prix du vélo. Hein. Ça pourrait être le cas. Mais en tout cas, le plus gros point, c'est que quand on nous dit que c'est le vélo électrique le moins cher du marché à $500, c'est vrai, mais il est à $500 si vous l'achetez sur Kickstarter. C'est-à-dire qu'en fabrication, en post-fabrication, il coûtera $1 300. Donc le double, pratiquement. Plus les frais de livraison. Plus les frais de livraison, environ $2000. Ce qui reste moins cher, effectivement, que beaucoup de choses sur le marché, mais... Du coup, on a un petit peu ce problème de jouer avec les mots. Et c'est là où la controverse a enflé. Est-ce que ça sera vraiment ça? Mais en tout cas, c'est très clair. Le PDG de Sanders a fait une déclaration. Ce prix-là, $500, c'est sur Indiegogo en l'occurrence. Indiegogo uniquement. Voilà, il faut juste savoir lire entre les lignes. Ça a fait un bad buzz. Voilà, mais en tout cas, on peut quand même préciser, et ça on ne peut pas leur enlever, que c'est la 2e meilleure campagne qu'il y a eu sur Indiegogo. Mais critiqué quand même. On continue, Sarah, avec Flow Hive, une ruche révolutionnaire créée par 2 apiculteurs australiens. Cette ruche innovante laisse le miel s'écouler par des tuyaux sans besoin d'extraction complexe, ce qui permet de récolter du miel sans stresser et sans blesser les abeilles. Regardez. Sarah, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette campagne? Qu'est-ce qui a finalement plu aux internautes? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont plu à l'internaute. D'abord, ça préserve l'environnement et ça préserve les animaux. Évidemment, tout le monde adore ça parce qu'on ne va pas se mentir, il n'y a pas non plus 2 milliards d'apiculteurs dans le monde qui peuvent être intéressés par le produit. Donc, c'est quand même une niche et ça a fait un buzz incroyable en ligne. Ça a été vraiment... incroyable, tout le monde d'un coup voulait faire son miel tout seul, tout seul. Voilà, donc c'est comme vous l'avez dit, ça évite de blesser les abeilles, ça permet de ne pas ouvrir les ruches, ça permet juste d'utiliser des tuyaux d'extraction, de mettre des pots pour récolter le miel sous un robinet, d'ouvrir le robinet et d'avoir son miel. C'est quand même un bon produit si on est apiculteur. Sans stresser, sans blesser les abeilles. Absolument. On continue, Sarah, avec un autre grand succès. Il s'agit d'un jeu de cartes qui a pulvérisé tous les records sur Kickstarter. Exploding Kitten, c'est son nom. Il a conquis plus de 100 000 internautes dès son lancement et sa collecte se compte en millions de dollars alors que ses créateurs n'en demandaient au départ que 10 000. Un phénomène dû aux personnes les plus influentes du web, mais aussi très certainement à ce petit chat qui en est l'icône. Regardez. Hi there, my name is Matthew Inman. I make the oatmeal, and this is Elon Lee and Shane Small. They make really cool games.
the three of us got together and created a new card game called Exploding Kittens. Here's how the game works. You set our deck of cards face down and take turns drawing until one of you draws the Exploding Kitten card. Whoever draws the Exploding Kitten card explodes, they are dead, and they are out of the game. Unless that player has a defuse card, which can defuse the kittens using things like laser pointers, kitten therapy, and catnip sandwiches. Sarah, est-ce que c'est la première fois qu'un jeu de cartes pulvérise les records sur un site de financement participatif? Ah bah ça on peut le dire, et pas qu'un peu, presque 9 millions de dollars ont été récoltés, c'est pas rien pour un jeu de cartes. Pour un jeu de cartes qui lui coûtera 20 dollars en revanche. En plus. Qu'on soit très clair. Donc oui, non, c'est pourquoi autant d'argent? Alors pourquoi autant d'argent? Parce que succès colossal. Il faut expliquer. Alors on a vu les règles, que ça a été très clair, j'espère. Bon, concrètement, vous piochez une carte, si vous tombez sur le sur le chat qui explose, vous sortez du jeu. Bon ça voilà. C'est la version normale. On a aussi une petite version not safe for work, donc qui n'est pas recommandée pour tout le monde, où il y a des cartes un peu plus horribles, un petit peu plus traumatisantes. Mais en tout cas, le jeu de base met en scène un chat. Vous n'êtes pas sans savoir que les chats et le sexe font vendre sur Internet. C'est quand même les deux. Ça. écoutez, je vous explique. Voilà. Et ça fait marrer tout le monde. Un des trois créateurs est Matthew Inman, qui est un dessinateur qui a dessiné ce chat. Il a un site qui s'appelle The Oatmeal, et qui est un site de BD qui met en scène des chats, évidemment. Grand spécialiste des chats. Et voilà, c'est juste un phénomène lolcats Internet qui est la base de toutes les interactions sur Internet. Des chats qui se font exploser, ça cartonne. Eh bien écoutez, ça donnera... les gens pourront être très inspirés par les chats. En tout cas, on leur souhaite bon courage. On continue, Sarah, avec la campagne Kickstarter de Shenmue 3. Alors Shenmue 3, on dit comme ça. Hein. Oui, 3. Voilà, c'est achevé sur un record dans la catégorie jeux vidéo avec 6,3 millions de dollars récoltés pour 10 millions demandés au départ. Shenmue 3, ce n'est pas le jeu qui a attiré le plus grand nombre de donateurs, mais celui en revanche qui a eu la chance d'avoir les donateurs les plus généreux, certainement grâce à son histoire. Je vous propose de découvrir tout de suite Shenmue 3 à travers quelques images. Sarah, comment expliquer que Shenmue 3 a récolté autant d'argent aussi rapidement? Alors Shenmue 3, je vais essayer de vous l'expliquer très simplement, est un jeu, donc le troisième volet d'une saga qui devait en comprendre 11, très connue, donc qui est la saga Shenmue, qui est développée par Yu Suzuki, qui est un japonais, et c'est tout de suite, disons-le très clairement, le jeu le plus financé sur Kickstarter depuis l'histoire de la plateforme. Maintenant, les gens ont un engouement incroyable face à Shenmue 3, parce qu'ils attendent le troisième volet depuis 2001. C'est déjà une première chose. Il faut être très patient. Voilà, il faut être très patient. La saga a commencé chez Dreamcast, qui n'existe plus maintenant. Donc Yu Suzuki est en train de développer ce produit via Kickstarter, sachant qu'en fait, ils ne cherchent pas de financement, ils n'ont pas besoin d'argent, qu'on soit très clair. Alors, ils cherchent des investisseurs pour développer le jeu et pour aussi le sortir. Sachant que c'est le seul jeu vidéo, écoutez bien, à avoir récolté autant d'argent sans que personne n'ait vu aucune image. On ne sait absolument pas à quoi ça va ressembler. C'est une folie. Ça a explosé les scores. C'est une histoire qui plaît. En tout cas, on attend ça avec impatience. On continue avec un autre jeu, Sarah. Avant que Shenmue 3 devienne le plus gros succès dans la catégorie jeux vidéo, eh bien la place était détenue par Bloodstained Virtual of the Night. Alors que le jeu avait initialement des prétentions plutôt modestes avec 500 000 $ d'objectif, eh bien son Kickstarter, lui, a permis d'en récolter 5,5 millions. Voici sa bande-annonce.
Sarah, est-ce qu'on peut dire que finalement ce sont les jeux vidéo qui sont les plus soutenus sur Kickstarter? Alors c'est pas forcément les jeux vidéo qui sont le plus soutenus, mais Shenmue comme Bloodstained, ça fait partie du paysage des jeux vidéo. C'est des suites de grandes sagas. Les gens qui mettent de l'argent sur Kickstarter n'ont pas 15 ans, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat, donc des gens plus âgés, donc des gens aussi qui sont fans et qui sont nostalgiques. Donc voilà, typiquement pour ce jeu qui n'est pas non plus le jeu de l'année, hein, qu'on soit très clair, c'est pas non plus la chose la plus attendue. C'est juste que le créateur qui s'appelle Koji Igarashi était chez Konami, qui est le plus grand éditeur de jeux, un des plus grands éditeurs de jeux vidéo japonais, il est parti de Konami. Il a décidé de lancer ce jeu seul sur la plateforme Kickstarter. C'est comme si, par exemple, Spielberg décidait de lancer un film tout seul sur Kickstarter. Tout le monde mettrait de l'argent pour le voir. Donc voilà, ce jeu-là c'est un jeu original, donc qui sera créé par cet homme. Tout le monde l'attend, ça a récolté énormément d'argent et c'est pour ça que ça plaît. En espérant que ça prenne pas plus de 11 ans. En espérant. Oh, bah écoutez, il a mis 9 ans sur le dernier. Bon bah, on attendra. On peut s'attendre à tout. Merci Sarah en tout cas pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour une nouvelle édition de votre magazine. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web. Le Magactu, à très bientôt.